Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode du pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler recyclage de contenu sur les médias sociaux. Nous avons choisi ce sujet car c'est une question qui revient assez souvent. Que faire de ces contenus longs une fois qu'ils sont publiés? Un article de blog, une conférence, un épisode de podcast par exemple, vont pouvoir avoir plusieurs vies grâce au recyclage de contenu. Comment faire pour les relayer plusieurs fois sur ces réseaux sociaux sans que cela passe pour des répétitions? Eh bien, nous allons tout vous expliquer dans un instant. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. J'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui après une longue période sans s'être vus, avec toutes les précautions nécessaires. Vous allez peut-être l'entendre dans le son, nous avons dû nous éloigner un petit peu plus que d'habitude, nous mettre l'un à côté de l'autre au lieu de l'un en face de l'autre, enfin bref. Vous entendrez aussi peut-être les oiseaux du parc, puisque la fenêtre est ouverte. Bref, commençons le sujet du jour. Alors pour commencer, comme d'habitude, des petites questions, définition, explication du sujet. Alors, de quoi parle-t-on, Brian, quand on parle de recyclage de contenu ? Alors, recycler un contenu, c'est comme le recyclage traditionnel. En fait, c'est réutiliser un contenu qui existe déjà pour le diffuser sur les réseaux sociaux, mais sous une nouvelle forme. Deux exemples qui permettent d'illustrer ce que je viens de dire. Par exemple, réutiliser un article de blog qu'on a déjà diffusé sur les réseaux sociaux pour en faire une infographie pour les réseaux sociaux. Donc on part vraiment d'un contenu qui existe déjà et on va lui donner une nouvelle forme. Et puis ça peut être aussi un peu différent, c'est-à-dire qu'on peut aussi réutiliser un magazine papier, on peut réutiliser du print pour en faire des posts sur les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, j'ai déjà produit du contenu, comment est-ce que je peux le réutiliser sous une nouvelle forme pour lui donner une deuxième vie. Alors pour bien comprendre en fait la suite, on va aussi beaucoup parler de la différence entre contenu long et contenu court. Je pense que c'est important aussi quand même de préciser les choses. Quand on parle de contenu long, c'est plutôt des contenus qui sont plus longs et plus qualitatifs à consommer. Par exemple une vidéo longue, une conférence, un webinar, un article de blog, un podcast par exemple, ou même un rapport annuel. Et l'idée c'est d'avoir quelque chose qui fidélise l'audience. Et quand on parle de contenu court, c'est court dans le sens rapide à consommer. C'est pas forcément court avec une ligne, c'est vraiment en termes de temps de consommation. Et donc les contenus courts, chez nous, généralement, on considère que ce sont des posts sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dans le jargon, on parle beaucoup de snack content, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais. Et ces contenus courts, généralement, ils sont très utilisés pour attirer et capter une nouvelle audience. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là et on va voir comment on peut recycler des contenus longs en contenus courts pour leur donner plusieurs vies. Très bien. Alors, deuxième question, pourquoi est-ce que c'est important justement de recycler un contenu long ? Alors, en fait, il y a plusieurs enjeux. Celui qui fait mouche en général, quand on aborde cette question-là, c'est la question budgétaire. Ça paraît assez évident, mais quand on produit un contenu long, par exemple, c'est beaucoup de temps si vous le faites en interne, ou du budget si vous le faites en externe. Exemple, vous sous-traitez la production de vos articles de blog. Ça peut être c'est un budget qui n'est pas négligeable, parce qu'un bon article de blog documenté, fouillé, etc., c'est au moins entre 1 et 2 jours de travail, s'il y a intégration derrière. Donc c'est un investissement qui n'est pas négligeable. Et du coup, l'enjeu, c'est de se dire, j'ai produit un article de blog, ou j'ai produit un podcast, par exemple, comment je peux lui donner plusieurs vies, pour faire en sorte vraiment qu'il soit rentable. Parce que c'est bien beau, j'ai produit un article de blog, ok, il est visible dans les moteurs de recherche, mais j'aimerais aussi pouvoir l'exploiter et lui donner plusieurs vies derrière pour rentabiliser mon investissement. Donc il y a vraiment la question budgétaire. Ouais. Il y en a un deuxième, qui est plus lié aussi à notre métier, c'est comment on peut, c'est la diversité, c'est comment on peut animer nos réseaux sociaux pour garder un lien avec notre audience,
sans que ça apparaisse pour de la répétition. L'exemple que je prends assez souvent, c'est par exemple par rapport à l'article de blog dont on parlait précédemment. Comment est-ce que je peux le partager plusieurs fois sur les réseaux sociaux sans que ça apparaisse comme une répétition, c'est-à-dire sans forcément refaire toujours le même post, la même accroche et le même partage de liens. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte de ne pas lasser l'audience, mais de lui proposer régulièrement le contenu sous des formes différentes. Donc c'est d'avoir une vraie diversité de formats. D'ailleurs là-dessus on s'appuie beaucoup pour expliquer l'importance d'avoir une diversité de formats sur le fait que plus vous utilisez de formats différents, plus ça va nourrir aussi les algorithmes des réseaux sociaux qui vont déterminer quels posts seront plus mis en avant par rapport à d'autres dans le fil d'actualité des utilisateurs. Donc le fait d'avoir comme ça des contenus qu'on va recycler sous différents formats, ça va nous permettre d'avoir une diversité pour nourrir les algorithmes et garder un lien durable avec son audience. Ok. Donc un enjeu budgétaire et offrir plusieurs modes de consommation à un message. Tout à fait. Et en fait, je dirais qu'il y en a un troisième aussi, dont on parle assez peu, c'est la question de la sobriété, en termes de nombre de contenus que vous allez produire. C'est-à-dire que on part du principe que autant réutiliser des contenus qui existent déjà, pour leur donner plusieurs vies, parce que ça évite de produire à chaque fois de nouvelles choses. Donc dans une optique un peu écologique, si je puis dire, ça permet aussi d'essayer de faire en sorte de ne pas être dans la surenchère de la production des contenus. Et alors pour ça, j'aime bien l'anecdote du jardinage. En fait, c'est un peu la même chose. Dans un jardin, vous avez des éléments que vous allez recycler. Vous tondez votre pelouse, vous allez recycler la tonte de pelouse pour en faire du compost. Et donc c'est un peu le même principe. On a quelque chose à disposition, comment on peut le réutiliser d'une manière différente. Et ça permet d'introduire une deuxième notion qu'on a beaucoup quand on parle de recyclage de contenu. C'est aussi le recyclage de contenu qu'on appelle persistant. Dans le jargon, on appelle des contenus evergreen. C'est la même chose. Et pour faire toujours le lien avec le jardinage, eh bien en fait on va essayer plutôt de recycler principalement des contenus qui sont persistants, c'est-à-dire qui ne se périment pas dans le temps. Des contenus que vous les ayez produits en 2018, 2019 ou 2020, ils sont toujours plus ou moins d'actualité. Et pour faire le parallèle avec le jardinage, dans votre jardin, vous avez des fleurs qui sont persistantes, comme des fougères, des campanules, etc. Ou des arbres, les cyprès, voilà. Vous avez des choses qui restent toujours d'actualité. Et en fait, dans nos métiers, c'est pareil. On va essayer de recycler des contenus, leur donner plusieurs vies pour rester dans une forme de sobriété. Et on va aussi parfois se focaliser sur des contenus qui sont persistants, parce que c'est ceux-là qui sont encore plus intéressants à recycler. Très bien. Donc, pour conclure un petit peu, quel est l'objectif derrière cette démarche ? L'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir des contenus, des choses sous la main pour animer ces réseaux sociaux et surtout de faire en sorte de rentabiliser la production des contenus longs. On a souvent des clients qui nous disent « moi je veux bien aller sur les réseaux sociaux mais j'ai rien à dire ». Et en fait, souvent quand on creuse, on se rend compte qu'ils produisent déjà beaucoup de contenus longs. Ils produisent des magazines papier, ils produisent des articles de blog, ils font parfois même des podcasts. Et ils pensent que parce que c'est du contenu long, c'est difficile à valoriser sur les réseaux sociaux, alors que pour nous, c'est une vraie mine d'or. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de se dire comment on peut utiliser l'existant pour avoir une prise de parole régulière sur les réseaux sociaux. Ok. Eh ben, merci pour toutes ces premières explications. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans les questions processus, alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour recycler un contenu long de façon efficace ? En fait, on va essayer avant même de faire la production, on va toujours se poser la question de faire un audit des contenus qui sont déjà existants, de ce qui est déjà à disposition. Et pour chaque type de contenu, par exemple pour chaque article de blog qui existe, est-ce qu'on peut imaginer des formats types ? Par exemple, quand j'écris un article de blog, est-ce que derrière je peux en extraire des contenus pour faire une infographie ? Est-ce que je peux en extraire des contenus pour faire par exemple des visuels avec des verbatims, des citations ? Est-ce que je peux extraire des contenus pour faire des portraits, etc. Et donc pour chaque typologie de contenu, on va essayer de réfléchir à des formats types. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on fait pour le podcast, Gwen. Ouais. Pour le podcast, c'est de cette façon-là dont on travaille.
On a pour chaque épisode une présentation d'un invité si on a un invité, des posts avec des verbatims, une infographie, des audiogrammes voilà, qui sont du découpage de l'épisode en micro-contenu. Donc en fait, pour vraiment bien s'y prendre, c'est qu'est-ce que j'ai à disposition, quels sont les contenus longs dont j'ai à disposition, et qu'est-ce que je peux produire derrière en termes de format de format type. Voilà. Donc, il faut vraiment se poser cette question-là pour derrière être le plus efficace possible. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de contenus longs à recycler et comment les recycler? Parce que du coup, tu as pris l'exemple du podcast, est-ce que tu en as d'autres? Alors, il y en a un qu'on fait, il y en a un qu'on utilise beaucoup à l'agence. Le premier exemple, si vous nous suivez, c'est la lettre de veille. La lettre de veille de l'agence, donc la lettre de veille digitale, qu'on envoie tous les vendredis ou tous les lundis, ça dépend de la configuration des personnes. On envoie une newsletter de veille avec des articles qui nous semblent intéressants par rapport à l'actualité social média et web de la semaine passée. Donc ça, c'est un contenu mail. Hein, et en fait, on va le recycler sous 2 formats pour animer nos réseaux sociaux. D'abord, on va extraire de cette newsletter 3 informations les plus importantes pour faire une vidéo sociale le lundi. Hein, donc si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous voyez le lundi, vous avez un récap en vidéo. C'est issu de la lettre de veille de l'agence. Donc c'est une forme de recyclage d'un contenu agence. Et puis, on va aussi extraire de cette newsletter les articles qui sont les plus performants, ceux qui ont été les plus consultés dans la newsletter, pour en faire des tweets sur Twitter, pour animer notre compte Twitter. Donc ça, c'est un premier exemple, par exemple, de recyclage. Il y en a un autre, qu'on fait d'ailleurs beaucoup pour certains clients qui ont des magazines. Là, je le vois d'ailleurs sur la table. On a un client qui fait un super magazine avec des recettes. C'est un magazine hyper qualitatif qui est imprimé, qui est distribué en librairie, etc. Et en fait, on va prendre ce magazine-là et on va en faire des posts sur les réseaux sociaux, d'une part, donc avec un joli visuel qui valorise la recette terminée. Et dans l'accroche, on va le renvoyer vers la recette longue qu'on va mettre à disposition sur le blog du client. Ce qui fait que du coup, ce contenu print initial, on va lui donner 2 vies. Un post sur les réseaux sociaux, un article de blog aussi pour avoir une recette interactive. Et en fait, les cas sont multiples. On peut faire énormément de choses. Ok. Est-ce qu'à chaque fois qu'on produit un contenu long, en découle tout le temps les mêmes contenus courts ou est-ce que ça s'adapte au sujet? En fait, tu veux dire que, si je comprends bien la question, par exemple, si on fait un contenu long type un podcast, donc un format audio, est-ce que le contenu court est forcément de l'audio? Oui, voilà. Et est-ce que aussi toutes les publications qu'on va pouvoir créer derrière, notamment le podcast, c'est un très bon exemple, puisque l'audiogramme, c'est un contenu court qui se prête que à l'audio. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que ça va s'adapter à chaque fois en fonction du contenu long initial. Je dirais oui et non. Si on reprend l'exemple du podcast, effectivement, c'est un contenu audio, un fichier son. On va pouvoir le recycler en vidéo, donc avec des audiogrammes, comme on fait sur les réseaux sociaux. Mais en fait, on n'est pas forcément limité à rester sur le même format. Le podcast, de la même manière, on va pouvoir en créer une infographie, qui est une image, donc qui n'est pas forcément un fichier audio. Et on va aussi en produire un article de blog. Donc, en fait, il ne faut pas forcément se dire, parce que j'ai de la vidéo, parce que j'ai de l'image, parce que j'ai du contenu texte, le contenu court doit forcément être sur le même format. L'inverse est aussi vrai. On peut très bien imaginer avoir un article de blog initialement, et puis recycler cet article de blog en faisant une petite vidéo sociale qui met en avant 5 atouts qu'on aborde dans l'article. Donc on n'est pas forcément limité au format initial, et enfin voilà, faut pas forcément se brider. Et puis il y a un deuxième aspect, parce que depuis le début on dit beaucoup, l'idéal c'est de recycler des contenus longs en contenu court, mais en fait, si on pousse le bouchon un peu plus loin, on peut même imaginer recycler des contenus courts en contenu court. L'exemple typique, c'est j'ai une infographie qui, par exemple, valorise 5 aspects, 5 conseils, par exemple 5 conseils pour diffuser son podcast sur les réseaux sociaux. C'est une infographie, un contenu unique, un contenu court. Je pourrais presque le découper en 5 autres contenus courts, en 5 posts sur les réseaux sociaux, où par exemple je ferai un focus sur
un conseil à la fois avec un seul visuel qui valorise un seul conseil à la fois. Donc on peut même imaginer recycler des contenus courts en contenus courts. En fait, la démarche, elle est infinie. Ouais. Je dirais qu'il faut être assez créatif. Il faut se dire, j'ai ça qui existe, comment je peux l'exploiter de manière différente pour faire en sorte de lui donner plusieurs vies. Ok, très bien, très bien. Alors, justement, ma prochaine question est un peu liée à ce que tu nous dis là. Donc, pour avoir toutes ces idées, toi, quelles sont tes bonnes pratiques pour s'organiser justement dans cette création et gagner en efficacité? Alors, déjà, la première chose, dans l'idéal, alors je dis bien dans l'idéal parce que c'est pas toujours facile, mais dans l'idéal, si vous travaillez avec des clients qui font en interne eux-mêmes leur contenu long, ou alors qu'ils sous-traitent à une autre personne que vous, par exemple, vous avez un client qui sous-traite ses articles de blog à une autre personne que vous, ce qui est très important, c'est d'être dans les discussions initiales, c'est-à-dire de travailler le brief avec votre client, parce que l'objectif, c'est d'anticiper tout de suite le coup d'après. Le coup d'après, c'est quand je vais avoir cet article de blog, tout de suite imaginer comment il va être diffusé sur les réseaux sociaux et sous quel format. L'idée, du coup, c'est de se dire ok, je vais produire cet article-là, ou je vais produire ce podcast-là, comment je vais le diffuser derrière, sous quel format, et donc le fait de réfléchir à la façon dont ce sera diffusé après sa publication, ça aidera aussi la personne qui va produire le contenu à avoir à l'esprit tout de suite la manière dont il sera valorisé sur les réseaux sociaux. Donc je dirais que la première bonne pratique, c'est d'essayer d'être à l'étape de brief pour anticiper au mieux la façon dont le contenu sera diffusé. Dit autrement, on a souvent des clients qui nous disent « j'ai par exemple fait cette super vidéo, maintenant qu'est-ce que je peux en faire sur les réseaux sociaux ?» C'est un peu trop tard. Alors on arrivera toujours à trouver des manières de faire, mais si on veut vraiment être bon, si on veut vraiment optimiser et rentabiliser le contenu, il faut être là dès le début, dès la phase de discussion, parce que notre rôle c'est d'optimiser la diffusion derrière et donc de bien briefer aussi la personne qui va produire le contenu. Donc la première bonne pratique, c'est d'être là au moment du brief. Deuxième bonne pratique, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est aussi d'avoir des formats types, de se dire, voilà, mes articles de blog, quand je fais des articles de blog orientés tutoriels, je sais que derrière, je vais faire 5 posts sur les réseaux sociaux avec une infographie, la valorisation des 5 étapes par exemple avec un format top, etc. Donc de réfléchir vraiment au format type des contenus qu'on va diffuser derrière. Et il y a une troisième bonne pratique, c'est quand vous allez produire comme ça des différents formats, c'est d'essayer de les garder, de les ranger dans une bibliothèque. Nous on appelle ça une bibliothèque de contenu froid. C'est de se dire, voilà, j'ai publié mon article, j'ai fait 5 formats autour de ça. Bien sûr que les 5 posts autour de l'article, vous n'allez pas les faire dans le mois prochain. Dans l'idéal, les 5 posts, vous allez les espacer. Et donc en fait, votre article de blog, peut-être qu'il va vous faire 1 an de publication. Donc on va essayer de les ranger dans une bibliothèque de contenu froid dans laquelle on pourra piocher. Et ça, c'est très pratique parce qu'on pourra piocher dedans quand on n'aura par exemple rien à dire sur une période un peu creuse. Ce qui arrive très souvent. Ce qui nous est arrivé récemment d'ailleurs. Exactement. Puisque nous n'avons pas pu enregistrer de podcast depuis 2 ou 3 mois. Voilà, donc on a recyclé d'anciens épisodes en valorisant d'autres extraits. Et ça fonctionne aussi très bien pour les périodes de vacances. Voilà, l'idée, c'est, une fois encore, c'est d'avoir une prise de parole régulière sur les réseaux sociaux et d'avoir de la matière lorsqu'on n'a rien à dire théoriquement. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote, une expérience passée qui t'a fait prendre conscience justement de l'importance de ce sujet? Alors j'en ai 2, et c'était un peu au tout début de mon expérience. On parlait pas trop du recyclage de contenu à l'époque, hein, c'était en 2015 à peu près, il y a 5 ans. Maintenant ça prend quand même pas mal d'ampleur. Au début j'avais un client donc, qui achetait des articles de fond à un freelance, hein, donc les articles étaient hyper fouillés, hyper denses, extrêmement bien rédigés. Et du coup, c'était à peu près 2 jours de travail. Ça représentait quand même un budget presque de 1 000 € par article. Donc, et ce sont les prix, hein. Il n'y a pas de discussion possible par rapport à ça, surtout vu la qualité du contenu. Sauf que comme c'était un budget, mon client, lui, il me disait je veux absolument le publier régulièrement sur les réseaux sociaux pour que ça génère du trafic sur mon blog. C'est ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Le problème, c'est que ce qu'il faisait avant de travailler avec nous, il publiait à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines, parce qu'il avait compris qu'il fallait espacer,
l'article, toujours sur le même format. Il partageait le lien et il mettait toujours la même accroche. Des fois, il mettait un peu une variante, mais c'était toujours un partage de liens sous le même format. Et en fait, ils se rendaient compte que ça marchait pas. Les performances, d'ailleurs, à terme, commençaient à se dégrader. Il y avait de moins en moins de personnes qui suivaient pas sa page, il y avait moins d'interactions, il y avait moins de trafic sur son site. Et du coup, c'est là en fait où j'ai commencé à lui dire, mais tu sais, publier toujours sur le même format, avec la même accroche, ça peut lasser les gens. Puis après, il y a la question de l'algorithme. Et donc, c'est important peut-être d'apporter un peu de diversité. De dire, ton article, est-ce qu'on pourrait pas le présenter d'une autre manière? Est-ce qu'on pourrait pas faire une infographie? Est-ce qu'on pourrait pas faire un visuel avec un extrait pour faire un verbatim? Et donc, de fil en aiguille, on a réussi à travailler cet aspect-là et à lui faire comprendre que c'était pas forcément une bonne idée de publier toujours sur le même format et qu'il fallait essayer d'apporter un peu de diversité. Mais sa logique était parfaitement cohérente. Il investissait sur des contenus et il voulait derrière que ça puisse lui profiter pour animer sa plateforme sur les réseaux sociaux. Et il y a une deuxième anecdote qui était quasiment au même moment d'ailleurs. J'ai une cliente qui me dit, voilà, on fait un magazine papier trimestriel, un super magazine d'ailleurs, c'était une collectivité qu'ils envoyaient ça à tous les riverains, c'était un très bon contenu, et qui me dit, on a ça, et comment on pourrait le valoriser sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comment est-ce que je peux l'exploiter? Et en fait, là ça m'a fait prendre conscience d'un autre aspect, c'est que c'est pas parce qu'on a un contenu print qu'on peut pas le réexploiter sous un format web en le découpant, en faisant un focus sur des passages, en faisant aussi une infographie, enfin bref, finalement cette réflexion là c'est pas juste du contenu web long qu'on va faire en contenu web court, c'est aussi du contenu print long qu'on va faire en contenu court web. Donc en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est illimité un peu comme approche, et ce qu'il faut, c'est être créatif. Mais des cas comme ça, on en a tous les jours. On a beaucoup de clients qui font de la télé, de la radio, qui ont des contenus print, et qui nous disent à chaque fois, comment est-ce que je peux exploiter ça sur les réseaux sociaux? Comment ma plaquette, je peux la exploiter sur les réseaux sociaux? Alors bien sûr, on ne va pas partager la plaquette, mais on va partager des morceaux. Comment le reportage qui passait à la télé que j'ai cofinancé, je peux l'exploiter sur les réseaux? On va découper le reportage en mini-capsules pour envoyer vers la version longue sur YouTube. Bref, ça, en fait, c'est un peu le lot de notre quotidien. On a toujours des clients qui ont cette problématique-là. Ils ne l'expriment jamais comme ça, ils ne disent jamais « je veux recycler mes contenus » sur les réseaux sociaux, mais la lame de fond, elle est toujours là, c'est toujours ça dont il est question. C'est vrai. Très bien. Je crois que nous allons pouvoir passer à la conclusion, comme d'habitude. Comment est-ce que tu conclurais ce sujet en 3 mots ou en 3 phrases? Alors, en 3 mots, si je résume un peu ce qu'on s'est dit, pour moi, ce sujet-là, il y a 3 termes qui sont les plus importants à retenir. D'abord, c'est le côté rentabilité. Le fait de recycler ces contenus, ça permet de les rentabiliser sur le long terme. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Si vous voulez convaincre votre manager d'investir sur le recyclage de contenu, c'est ça le nerf de la guerre. C'est de se dire comment je vais rentabiliser ma production. Le deuxième mot, c'est la persistance. Moi, je suis convaincu que les contenus qui sont persistants, qui sont evergreen, qui ne se périment pas dans le temps, sont les plus rentables. Donc si vous devez faire des choix de production de contenu long, essayez de vous dire, est-ce que je ne peux pas produire un contenu qui aura une durée de vie très longue? Si je l'ai produit en 2020, est-ce qu'en 2022, il sera encore toujours plus ou moins d'actualité? Donc le deuxième terme, c'est la persistance. Et le troisième terme, c'est la créativité. En fait, le recyclage de contenu, ça nécessite de la créativité. Là, on vous a donné pas mal d'idées, de choses qu'on fait, mais en fait, les cas sont infinis. Il faut tester des choses et il faut essayer d'être le plus créatif possible. Très bien. Merci beaucoup pour tout cet échange et pour cette conclusion. Je crois que nous allons pouvoir nous quitter pour aujourd'hui. Donc je te dis à bientôt. À bientôt, Gwen. À bientôt, j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt pour enregistrer un nouvel épisode en physique ou à distance. Je vous dis à tous à bientôt également pour un prochain épisode du pod. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux,
Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Ensuite, n'hésitez pas à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et profitez-en également pour nous faire part de vos conseils, vos impressions, nous poser vos questions ou faire une suggestion. Qui sait, vos retours pourraient peut-être nous donner des idées pour nos prochains épisodes. Merci beaucoup pour cet échange, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pod.